Hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a donné une conférence de presse. Écoutons juste un extrait de ce qu'il avait à dire. Il ne devrait pas mettre à l'épreuve la détermination des États-Unis, surtout sous Donald Trump. Il a prouvé à maintes reprises qu'il tiendra parole. Et s'ils le mettent à l'épreuve, au final, ils perdront. Par la manière forte, par la manière douce, par la voie longue, par la voie courte, ils perdront. Et puis il a ajouté ceci. L'opération Epic Fury est terminée. Nous avons atteint les objectifs de cette opération. Je ne vais pas, vous savez, nous n'allons pas souhaiter qu'une nouvelle crise survienne. Nous préférerions la voie de la paix. Le président préférerait un accord. Il préférerait s'asseoir, élaborer un protocole d'accord pour de futures négociations qui abordent tous les sujets clés à traiter, une ouverture complète des détroits afin que le monde puisse revenir à la normale. Il préférait que ce soit négocié par la voie sur laquelle travaillent Steve et Jared, que nous soutenons tous. C'est sa voie préférée, mais l'Iran ne l'a pas encore choisie. D'accord, Marc, donc des propos fermes, mais aussi un discours de paix. Vous savez que le président Trump préférerait un accord. Et j'aimerais juste vous demander, vous savez, nous avons tous en Israël, et pas seulement en Israël, d'ailleurs, je pense qu'aux États-Unis, on entend ça aussi. Nous nous préparons à une nouvelle série de combats contre la République islamique, soit par les États-Unis seuls, soit avec Israël. Et tous les Israéliens se demandent, allons-nous devoir? Nous devons, en fait, de nombreuses municipalités ont rouvert les abris anti-bombes. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement, selon vous? Précisons à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, mercredi 6 mai, la situation peut évoluer rapidement. C'est l'heure du déjeuner en Israël, donc en Amérique, ils pensent peut-être à se réveiller. Je vais répondre à votre question. Donc il y avait un sentiment il y a 2 jours que nous étions sur la voie de l'escalade. Il y a eu des tirs dans le Golfe. Il y a eu un incident où les Iraniens ont attaqué les Émirats arabes unis, les Émirats, et ont attaqué des navires. Et les Américains ont réagi. Tout le monde a pensé, nous sommes au bord du précipice, c'est délibéré. Précipice. Précipice, merci d'une nouvelle vague de combat. Cela dégénérerait rapidement et on en reviendrait à des bombardements de l'Iran par Israël et les États-Unis et à des missiles iraniens visant le Golfe et Israël à nouveau. Et je calmais tout le monde. Je disais que je pensais que Trump avait changé de stratégie. Et Rubio a dit ça. Rubio a dit que Epic Fury était derrière nous. Nous voulons un accord. Et c'est vrai parce que je pense que les États-Unis comprennent que la stratégie actuelle de l'Amérique est une stratégie gagnante. Et quelle est cette stratégie? Du moins jusqu'à notre réveil ce matin. Mais la stratégie était, nous imposons ce blocus à l'Iran. Ils ne peuvent rien faire sortir du pays. Et selon différents experts, vous savez, ils perdent des centaines de millions de dollars, n'est-ce pas? C'est énorme. Les Iraniens ne peuvent pas exporter leur pétrole. Et même si je ne suis pas ingénieur pétrolier, tout le monde me dit que s'ils ne peuvent pas écouler leur pétrole, ils doivent fermer leurs puits. Fermer des puits rend leur réouverture difficile ensuite. En d'autres termes, leur infrastructure économique fait face à un compte à rebours qui joue contre eux parce que ce blocus leur porte préjudice. Et je me souviens t'avoir dit la semaine dernière que je pensais que c'était une excellente nouvelle parce que, tu sais, il y avait tous ces soi-disant experts en Amérique ou en Israël qui disaient que les Iraniens, en contrôlant le Golfe, c'est encore plus puissant que d'avoir une arme nucléaire. Ils contrôlent le goulet d'étranglement du monde entier, non? Et en fermant l'accès à l'énergie, c'est plus puissant que d'avoir une arme nucléaire. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il a inversé la situation en déclarant « Vous fermez les détroits, je les ferme aussi ». Et puis Trump a dit « Et en parallèle, nous aidons les navires venant des autres ports, du côté du Golfe, vous savez, du côté arabe du Golfe, d'Abu Dhabi et d'autres endroits dans le Golfe. Nous permettons à ces navires de sortir. Si vous tentez de nous arrêter, nous utiliserons la force militaire pour vous en empêcher. » Et j'ai pensé que c'était une stratégie vraiment gagnante. Les gens disaient que les Iraniens n'accepteraient pas et qu'une escalade suivrait, ce que nous pensions, mais ce n'est pas arrivé. Eh bien, voilà le problème. Il a ensuite annoncé qu'il guidait les navires parce qu'il y avait des navires bloqués là-bas. Et en fait, les marins manquaient de nourriture. Ils étaient en danger. Des marins. Des marins, exactement, des marins. Oui, voilà que mon expertise militaire ressort. Les marins étaient dans une situation vraiment désespérée, sans mauvais jeu de mots.
Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que hier, avant que Rubio ne fasse ce briefing, et d'ailleurs, permettez-moi de dire en passant que, comme tout le monde le sait, il y a ces mèmes qui circulent à propos de Rubio. Il a tous les emplois du monde. Le président continue de lui donner des responsabilités supplémentaires. Et le travail d'hier était de remplacer ou de suppléer Caroline Levitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui vient d'avoir un bébé. Et donc, quand Rubio est entré dans la salle de presse, les journalistes ont pouffé de rire parce qu'il a un peu passé la tête timidement. Parce que tout le monde sait qu'il a déjà tous ses autres emplois, mais il s'est avéré qu'une autre vidéo virale a circulé, le montrant à un mariage de famille où il était DJ. En fait, un journaliste lui a demandé « Quel est ton nom de DJ ?» Donc, en fait, cela est arrivé après que le président Trump ait été dans le bureau ovale pour remettre un prix de la forme physique pour la jeunesse. Et dans le bureau ovale, il a aussi dit des choses vraiment dures sur l'Iran, que oui, vous savez, notre blocus fonctionne, mais cela pourrait ne pas suffire parce que leurs conditions ne sont pas acceptables pour nous. Et puis aussi, le secrétaire à la défense ou secrétaire à la guerre, comme vous préférez l'appeler, Pete Hegseth, a également donné un discours. Et donc, encore une fois, des propos fermes sur l'armée. Et puis, tenez-vous bien, environ 2 heures après la conférence de presse de Rubio, le président Trump a publié ce qui suit sur Truth Sojourn. Laissez-moi simplement vous le lire. À la demande du Pakistan et d'autres pays, le formidable succès militaire que nous avons obtenu lors de la campagne contre l'Iran. Et en plus, le fait que de grands progrès ont été réalisés vers un accord complet et définitif avec les représentants de l'Iran. Nous avons convenu mutuellement que, bien que le blocus restera pleinement en vigueur, Project Freedom, le passage des navires par le détroit d'Ormuz sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Alors, Marc, je dois te dire que j'ai été extrêmement déçue et inquiète à propos de ce message, parce que, de mon point de vue, les Iraniens, quels que soient que les dirigeants iraniens qui prennent les décisions là-bas, et nous savons qu'il y a des désaccords entre les gardiens de la révolution et le président, etc. Peu importe, ils perçoivent inévitablement une telle déclaration comme une faiblesse. Qu'en pensez-vous? Donc tout d'abord, cette déclaration m'a également surpris parce que je pensais, comme je l'ai dit il y a un instant, que les Américains voulaient une stratégie gagnante. Vous les bloquez et vous levez le blocus sur les autres pays, les autres exportateurs de pétrole. Ce faisant, les Iraniens souffrent. Ils ne peuvent vendre leur pétrole et leur économie était déjà en difficulté avant la guerre. C'est maintenant 100 fois pire, vous savez, dans un état encore plus mauvais. Ils ne peuvent pas payer leur population. Ils ne peuvent pas financer leur propre régime. Ce n'est pas tenable, n'est-ce pas? Je pensais que le temps jouait pour Trump car tout le monde parle de novembre, mais les Iraniens ne peuvent pas attendre jusque-là. Le blocus est en place, non? Vous les avez déjà frappés durement lors de l'opération militaire. Maintenant, vous les empêchez même d'obtenir le moindre revenu. Il suffit d'attendre et de les regarder, vous savez, mijoter dans leur propre jus, n'est-ce pas? Je me suis dit de continuer ainsi, puis je me suis demandé pourquoi Trump levait les sanctions maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient le blocus, mais il organise l'opération pour faire sortir le pétrole occidental, n'est-ce pas? Le pétrole des pays arabes? Et excusez-moi une seconde, ce n'est pas seulement le pétrole, c'est aussi l'engrais pour les cultures. Il y a beaucoup de marchandises qui sont cruciales pour le monde, pour l'économie mondiale, oui. C'est exact. Je me suis alors demandé pourquoi il abandonnait cet atout. Parce que, vous savez, et donc je vais vous le dire en tant que dirigeant, quelqu'un qui a travaillé avec des politiciens, parfois quand ils disent des choses, c'est très vrai. D'accord. Et donc, est-il possible qu'il ait entendu, comme il l'a dit, quelque chose d'important de la part des Pakistanais, que les Iraniens sont enfin, que ce régime à Téhéran est enfin prêt à faire le genre de concession que le président demande depuis longtemps? Maintenant, comme Rubio l'a dit dans l'extrait que nous venons de voir, le président préfère l'accord. Il l'a répété encore et encore. Il ne cédera pas aux jeux iraniens, oui.
mais il veut un accord qui sera un bon accord de son point de vue, un accord qui démantèlera réellement leur programme nucléaire, et tout le monde suppose que cela inclut le retrait de l'uranium déjà enrichi d'Iran vers un pays tiers et la destruction de tout potentiel qu'ils ont, de toute capacité qu'ils ont à construire, à enrichir de nouvel uranium. D'accord. Maintenant, si cela fait partie d'un accord et que les Iraniens capitulent enfin parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, qu'ils sont à leur... Vous savez qu'ils sont arrivés à une impasse, n'est-ce pas? Militairement et économiquement, ils sont finis et n'ont plus de point d'étranglement stratégique. On leur retire aussi cela. Est-ce qu'ils capitulent enfin? Et cela semble être le cas, du moins Trump pense qu'il y a une possibilité, car il a accepté de mettre en pause l'opération actuelle visant à faire sortir ses navires du Golfe. Pourquoi aurait-il accepté sinon? D'accord. Donc tout d'abord, une explication, il aurait accepté. Est-ce que ce sont les médiateurs pakistanais? Et d'ailleurs, le Pakistan n'est pas un ami de l'Occident, mais je sais que le président Trump aime les complimenter, mais c'est sa façon de parler. D'accord. Mais les Pakistanais lui ont sans doute dit, attendez un instant. Il y a une possibilité de négociation. Maintenant, c'est des balivernes. Pourquoi est-ce des balivernes? C'est la façon de la République islamique de gagner du temps. Maintenant, vous avez mentionné novembre, mais vous avez oublié d'ajouter un élément. Je sais que les Américains le savent, mais novembre, c'est le moment où ont lieu les élections primaires, les élections de mi-mandat pour le Congrès aux États-Unis. Beaucoup de gens considèrent cela comme la soi-disant date limite de Trump. Et il espère obtenir le genre de victoire qu'il souhaite avant cette date, en espérant que cela renforcera les républicains à la Chambre et au Sénat. Mais voilà le problème. Vous savez, autant j'admire le président Trump, et c'est vrai, je l'ai dit à de nombreuses reprises, je pense qu'il souffre d'une maladie occidentale qui consiste à ne pas réaliser que ces gens sont des maniaques djihadistes. Il les a même qualifiés de fous. Marco Rubio les a qualifiés. Lui aussi a dit qu'ils sont des fous. Et le président Trump a dit que ce sont des gens malades. Donc, d'un côté, ils le comprennent. D'un autre côté, ce qu'ils ne réalisent pas, je le crains, c'est la détermination qu'ils ont, que les Iraniens, les islamistes radicaux, le régime chiite là-bas, préféreraient sombrer, préféreraient se suicider, mais pas n'importe quel suicide, le martyr pour Allah. Et ils seraient prêts à entraîner tout leur peuple avec eux. Donc, quand vous vous battez, le combat est inégal. Et nous savons aussi que cela fait partie de ce n'est pas seulement leur stratégie. Tous les islamistes radicaux font cela aussi. Ils se réfèrent au Coran et disent, vous voyez, nous avons le droit de mentir pour obtenir ce que nous voulons. Je paraphrase, bien sûr. C'est ce qu'ils prétendent. C'est sur cela qu'ils s'appuient. Maintenant, j'espère qu'au lieu de cette explication que je vous ai donnée, le président Trump se fait berner par le Pakistan et aussi par l'Iran. J'espère que c'est une ultime ruse pour tromper l'Iran, disons, afin de renforcer l'effet de surprise pour l'attaque imminente. Et quand Marco Rubio a dit qu'Epic Fury est terminé, oui, il voulait dire que cette partie de la guerre, cette partie de l'opération s'appelle Epic Fury. C'est terminé. Mais la prochaine opération portera un autre nom. C'est tout. Donc je veux répondre. Tout d'abord, je veux connaître votre point de vue sur le fait que le Pakistan soit le médiateur. Le Pakistan n'est pas un ami d'Israël. Il est écrit sur les passeports pakistanais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'il y a 30 ans, il est écrit « valable pour tous les pays sauf Israël, n'est-ce pas ?» Le Pakistan refuse de reconnaître la légitimité d'Israël. Le Pakistan refuse d'avoir des relations diplomatiques normales. Nous avons des relations diplomatiques avec la Chine, la Russie et d'autres pays hostiles. Le Pakistan refuse même cela, n'est-ce pas? Nous avons des relations avec les pays arabes, non? Le Pakistan ne veut même pas être comme ça. Leurs ministres dans leur gouvernement tiennent les propos les plus scandaleux sur Israël, n'est-ce pas? Pour Israël, l'idée qu'il puisse y avoir un médiateur neutre et honnête est simplement ridicule, non? Ils sont très hostiles. Nous savons que leurs services de sécurité avaient auparavant des liens avec les talibans et d'autres extrémistes islamiques. Ils posent problème.
Mais pour être juste, le Pakistan a eu, au fil des années, une relation très étroite avec les États-Unis, les aidant sur toutes sortes de choses. Pendant la guerre froide, ils étaient alliés, tandis que l'Inde était souvent opposée. Fait célèbre, Kissinger, lorsqu'il a fait son voyage secret en Chine avant la célèbre visite des Nixon, oui, en 1972, il était en visite au Pakistan. Il avait mal au ventre et s'est rendu dans un hôtel ou une maison d'hôte sur une montagne. En réalité, il est parti secrètement à Pékin par avion pakistanais pour sa mission. Il y avait donc des liens à ce niveau. Maintenant, d'après ce que je comprends, les Pakistanais ne sont rien de plus qu'un simple messager ici. Ils transmettent des messages entre les parties. Et dans quelle mesure ont-ils transmis quelque chose de sérieux aux États-Unis qui a attiré l'attention de Trump? Et encore une fois, je n'ai rien vu, je ne sais pas, mais pour que Trump s'arrête, je suppose que cela doit être quelque chose qui change la donne du point de vue des négociations. Maintenant, vous avez parlé d'Epic Fury, et est-ce que c'est terminé ou pas? Je pensais jusqu'à ce matin que la stratégie américaine était le blocus. Il souffre chaque jour davantage économiquement. Nous faisons sortir les navires du Golfe pour nos amis, pour nos alliés, en l'ouvrant, et ainsi les prix du pétrole vont baisser et ils continueront à souffrir. À la fin, ils pourraient reprendre l'escalade. S'ils le font et que je réagis, personne ne pourra me reprocher, même pas les démocrates du Congrès. Si les Iraniens ouvrent le feu, c'est différent. Voilà pourquoi X a rappelé hier que le cessez-le-feu tient toujours. Mais ici, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une chance à une solution diplomatique. Et nous devons voir, et le président Trump doit voir, est-ce quelque chose de sérieux ou est-ce encore une manœuvre des Iraniens? D'accord. Alors tout d'abord, ils ont tiré. Ils ont tiré sur les Émirats arabes unis. Pas depuis cette décision. Non, ce n'est pas vrai. Hier, non. Cette décision n'a été prise qu'aujourd'hui. Cette décision. Non, non. Non. Je dis qu'ils tiraient. Ils ne respectaient aucun cessez-le-feu. Et c'est eux, malgré ce que les politiciens démocrates idiots et d'autres gauchistes ont pu dire, ce n'est pas Trump qui viole quoi que ce soit dans le détroit d'Ormuz. Ce sont des eaux internationales. C'est l'Iran qui les viole. Donc, mettons les choses au clair. Et quand Rubio a aussi dit plus tard, il a dit, écoutez, s'ils utilisent le détroit d'Ormuz pour prendre le monde en otage, imaginez ce qu'ils feraient s'ils avaient des armes nucléaires. Ce qui nous amène à la condition principale sans laquelle Trump ne peut accepter aucun accord. Et c'est que l'Amérique retire tout leur uranium enrichi. Non seulement l'uranium enrichi à 60%, ils ont aussi d'autres types d'uranium enrichi à 20%, et cela nécessite d'aller profondément sous terre. Cela nécessite une opération sérieuse. Si vous pensez une seconde que quelqu'un dans ce régime, y compris les soi-disant pragmatistes, est prêt à abandonner cela, leur seul levier, vous vous trompez. Et Trump se trompe aussi. Maintenant, il se peut qu'il ne se trompe pas. Il a toujours dit « ce sont des gens fous, mais nous continuons à leur donner une chance ». C'est ce qu'ils doivent faire, abandonner leurs armes nucléaires, renoncer au terrorisme. Principalement, ils se concentrent sur le nucléaire, les armes nucléaires. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. S'ils continuent à leur donner plus de chance et les laissent tirer sur le Golfe en toute impunité, c'est vrai. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas tiré sur Israël parce qu'ils savent très bien que s'ils l'avaient fait, je vous le dis, l'armée de l'air israélienne serait intervenue immédiatement. Et nous le savons, tout comme les autorités en Iran, qui qu'elles soient en ce moment. Encore une fois, la direction là-bas est un peu incertaine. Mais voilà, s'il ne fait rien, écoutez, je lis les réseaux sociaux depuis que Trump a publié ça. Je lis les réseaux sociaux. Et à part les personnes qui sont contre la guerre, qui sont totalement opposées à sa guerre, les gens sont furieux qu'ils fassent ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as. Tu les as exactement là où tu les veux. Trump t'a l'Iran exactement là où tu le veux. Et maintenant, tu te retiens. C'est ridicule. Et tu ne devrais pas faire ça. Et comme je l'ai dit, mon sentiment, c'est que ça n'a rien à voir avec une stratégie militaire. Ça a à voir avec l'état d'esprit des islamistes. Et à leurs yeux, je me fiche de ce qu'ils ont dit au Pakistan. À leurs yeux, cela montre de la faiblesse. Les États-Unis d'Amérique sont la plus grande superpuissance du monde. Et ils continuent de dire « d'accord, on va te donner une autre chance ».
Au lieu de tenir sa promesse, il a dit « on va simplement les bombarder à fond » ou peu importe les mots qu'il a utilisés. Il a dit « soit ils obéissent, soit ils le regretteront ». Et maintenant, ont-ils obéi? Non, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce qu'il y avait dans le marque. Tu es en train de me dire que ce qu'ils ont dit au Pakistan, c'est « d'accord, nous acceptons toutes les conditions du président Trump ». Nous allons laisser l'Amérique et Israël venir et éliminer toutes les armes nucléaires et s'en débarrasser. Et nous n'enrichirons plus jamais d'uranium. Et nous allons, puis-je répondre, oui, tu as raison. Il y a seulement quelques jours, le président Trump a dit que nous avions reçu un document de position iranien et qu'il l'a rejeté, n'est-ce pas? Il l'a dit parce qu'il a expliqué que les Iraniens avaient cette idée absurde. Ils étaient prêts à ouvrir le détroit, mais oubliaient le programme nucléaire. Qu'on en discuterait plus tard, n'est-ce pas? Et Trump a eu raison de dire non. Bien sûr que tu veux ça. C'est ce que tu veux. Tu veux garder ton programme nucléaire, n'est-ce pas? Donc, d'après ce que je comprends du président, je pense que tu es d'accord. Il dit que c'est la question la plus importante, le programme nucléaire, et qu'il n'y a pas d'accord, n'est-ce pas? Je vais m'en tenir à ça. Il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas fini tant que tu n'acceptes pas une concession sérieuse sur le programme nucléaire. Ça, c'est Trump. Je le crois très sincère. C'est aussi, en fait, toute sa justification pour la guerre. S'il n'obtient pas gain de cause sur le programme nucléaire, il ne pourra pas dire aux Américains qu'il a gagné la guerre. Il doit donc obtenir ce qu'il lui faut sur le programme nucléaire. Sur d'autres questions importantes, il peut être plus flexible. Vous savez, il ne peut pas, si vous n'obtenez pas, mais s'il fait du programme nucléaire sa priorité, il ne peut pas, je ne pense pas qu'il puisse faire de compromis sur ces questions. Et donc, si j'ai bien compris, les Iraniens ont dit quelque chose qui lui a fait penser qu'ils sont enfin sérieux à propos de, je veux dire, il a dit soit ceci, soit cela. Et est-ce qu'ils lui ont donné le ceci maintenant, vous dites? Il faut être sceptique. Les Iraniens ne font que gagner du temps. Donc, si dans 48 heures, le président dit que ce n'était pas sérieux, Steve Witkoff et Jared ont tout vérifié et ils ne font que me mener en bateau. C'est bien ça? Mais l'idée, c'est que s'ils lui ont donné de quoi avancer, il veut les encourager. Donc 2 jours, 3 jours, ce n'est pas grave. Négocie, je veux dire, il sait comment négocier. Je suis vraiment impressionné par la façon dont il a négocié ça jusqu'à présent, non? Et les négociations ont leur propre dynamique. S'il reste fidèle à ses principes, peut-être qu'il a eu un signe que finalement, à cause de toute la pression, et que les Iraniens ont finalement compris cela. Un choix entre revenir à l'escalade vers la guerre, ce qu'ils ne veulent pas, ou continuer ce blocus, ce qui n'est pas bon pour eux, n'est-ce pas? Une guerre économique contre eux. Ils sont dans une situation sans issue. Est-il possible qu'il lui ait enfin donné quelque chose qu'il n'avait pas dit jusqu'à présent? C'est impossible. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Il est possible qu'ils aient utilisé un langage ou que les médiateurs pakistanais aient utilisé un langage qui était quelque peu encourageant, d'accord? Parce que, vous savez, nous savons que leur proposition inclut toutes sortes de conditions absurdes, y compris une compensation pour les dégâts causés par la guerre. Mais laissons cela de côté un instant. Il n'y a aucune chance qu'ils aient complètement dit « d'accord, on en a fini avec le nucléaire ». C'est impossible. Et encore une fois, le président Trump ne cesse de les menacer, puis l'échéance arrive et elle passe. Et ensuite, il leur accorde plus de temps. Maintenant, je ne dis pas qu'il a tort de faire ça. Tu as raison. C'est un négociateur brillant et tu as raison. C'est son domaine. Je ne crois pas qu'il va y renoncer. Mais ce que je sais aussi, c'est que lorsque les islamistes, et je dis cela parce que le régime iranien en fait partie, voient ce genre de comportement lors d'une négociation, ce qu'ils perçoivent, c'est la faiblesse occidentale, le libéralisme occidental. Tout ce que nous voulons, c'est un accord. C'est ce que nous préférerions. Nous préférons la paix, ce mot paix et un accord. Et ils gagnent aussi du temps parce qu'ils observent, ils suivent les sondages d'opinion publique aux États-Unis. Et ils voient les démocrates devenir complètement fous, sans mauvais jeu de mots, à propos de cette guerre dans son ensemble. De plus en plus de républicains disent « il ne l'a pas expliqué, pourquoi en avons-nous besoin? Ce n'est pas notre guerre. » Ils voient ça. Et ils entendent Donald Trump dire « eh bien, nous voulons juste un accord ». Autrement dit, ils gagnent du temps. Ce n'est pas Donald Trump qui gagne du temps. Et je pense que sur ce point, et c'est un excellent négociateur, mais sur ce point, je ne suis pas entièrement certaine qu'il comprenne pleinement la mentalité.
Et il comprend certainement qu'il a l'avantage. Il sait tout cela et il sait qu'ils ont une armée plus puissante, etc. Mais je ne suis pas convaincue qu'il comprend que ce sont des gens prêts à mourir pour Allah et à tuer tous leurs compatriotes. Et vous savez d'ailleurs, s'il avait déjà une ogive nucléaire, il pourrait se dire, vous savez quoi, on tente le tout pour le tout. On va juste lancer une bombe nucléaire et être anéanti et on mourra parce qu'ensuite on ira tous, vous savez, au paradis. Donc, je pense qu'il est toujours important de se rappeler, et vous l'avez suggéré, mais il faut le dire explicitement, ce ne sont pas seulement les Américains qui négocient. En parallèle, ils ont cette force militaire dans la région qui est énorme, n'est-ce pas? Les 3 groupes aéronavals, n'est-ce pas? Israël est prêt à repartir, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si on était gentil, n'est-ce pas? Les Iraniens comprennent que s'ils prennent de mauvaises décisions, il y aura une très grosse surprise à payer. Et ils savent que ni Trump ni Netanyahou ne sont végétariens, n'est-ce pas? S'ils doivent utiliser la force, ils utiliseront la force. Et vous avez vu, quand ils ont essayé d'interrompre le transport maritime avant ce dernier événement avec Trump, il y a eu une réponse immédiate et puissante. C'est pourquoi je pense que Hegseth affirme que le cessez-le-feu reste en vigueur malgré les combats dans le Golfe. Je pense que le cessez-le-feu dont Hegseth parle dans le Golfe ressemble un peu au cessez-le-feu au Liban. Il n'y a pas de cessez-le-feu, mais il y a des règles d'engagement. N'est-ce pas? Israël agit beaucoup dans le sud du Liban, nous faisons ce qu'on peut. Nous avons convenu avec les États-Unis d'éviter pour l'instant les cibles à Beyrouth. Mais les combats restent intenses au Liban et nous détruisons l'infrastructure du Kizbar. Je pense qu'un cessez-le-feu similaire s'applique. Il y aura des combats dans le Golfe, peut-être qu'ils agiront et nous riposterons. Il n'y aura donc pas d'attaques américaines ou israéliennes sur Téhéran, ni de missiles de leur part, n'est-ce pas? De nouvelles règles d'engagement existaient. Tout cela alors qu'il y a ce blocus contre l'Iran qui était vraiment en train de les tuer, n'est-ce pas? Et donc, je pensais que c'était une stratégie gagnante. Et c'est pour ça que les Américains ont dit non, 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 nous ne voulons pas revenir à des opérations à grande échelle. Nous ne reviendrons à des opérations à grande échelle que si les Iraniens nous y obligent. S'ils montent les enchères, alors nous répondrons, n'est-ce pas? Mais là, vous pouvez répondre légitimement. Il faudra voir comment cela va se dérouler. Parce que nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti, Ruti, et nous avons dit que nous voulions consacrer les 3 ou 4 dernières minutes de chaque podcast à discuter de politique. Tu m'as dit avant cela que tu voulais dire quelques mots sur Benny Gantz. Eh bien, tu sais, Benny Gantz, c'est intéressant dans la politique israélienne. Tout d'abord, je pense qu'il vaut la peine d'expliquer aux spectateurs qui ne le savent pas, même si beaucoup le savent déjà, que la Knesset, le Parlement israélien, compte 120 sièges et nous avons un système multipartite. Ce n'est pas comme aux États-Unis. C'est pourquoi quelqu'un comme Netanyahou peut redevenir premier ministre encore et encore. Nous n'avons pas de limitation de mandat parce que nous ne votons pas pour le premier ministre. Nous votons pour un parti. Et il se trouve qu'il dirige le plus grand parti. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tous les 2 ou 3 ans, il y a un nouveau grand espoir, pour ainsi dire, qui va arriver et remplacer le parti Likoud ou Netanyahou en tant que parti dominant. Et Benny Gantz était l'un d'eux. D'ailleurs, Yair Lapid en était un autre. Ils arrivent, ils obtiennent beaucoup de sièges. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection où Benny Gantz a failli devenir premier ministre. Il avait le plus grand parti, mais n'a pas pu former de coalition. Nous devons en faire. Nous avons vu cela, d'ailleurs, aux Pays-Bas, où la personne ayant le plus de sièges n'a pas pu former de coalition. C'est Geert Wilders. Et cela s'est aussi produit en Israël. Et Benny Gantz, en ce moment, il est passé de quelqu'un qui était soi-disant le favori pour remplacer Netanyahou, qui, aujourd'hui, selon tous les sondages, tous les instituts de sondage, il ne va pas dépasser le seuil électoral. Et d'ailleurs, en Israël, cela signifie qu'il faut au moins 4 sièges. Si vous avez moins de 4 sièges, vous n'êtes pas du tout à la Knesset. Il faut un minimum. 3,25% des voix. Donc, Benny Gantz est maintenant en train de sombrer. Et ce qui se passe, c'est que tous ses fidèles dans son parti sont en train de quitter le navire. C'est vrai. C'est triste à voir parce que c'était un homme qui a rejoint Netanyahou 2 fois au gouvernement, une fois lorsqu'ils avaient un accord de rotation pendant la crise du Covid, où Benny Gantz a dit qu'il y avait une crise nationale. Je dois rejoindre le gouvernement.
Et encore une fois, après le 7 octobre, et puis quand il a fait partie de la coalition après le 7 octobre, donc il n'était pas au gouvernement le 7 octobre, il a rejoint après. Il n'a pas été tenu responsable du massacre, car il n'était pas au gouvernement à ce moment-là, et a rejoint ensuite pour aider. Après, ces sondages ont atteint un sommet avec environ 40 sièges. On disait tous, comme tu l'as mentionné, qu'il était sûr de gagner il y a 2 ans. Il devait remporter la prochaine élection. Et il a quitté le gouvernement. Et ces sondages n'ont cessé de baisser. Et depuis des mois maintenant, il n'a pas dépassé le seuil de 3,25%. Et maintenant, les gens autour de lui dans son propre parti commencent à partir. Et il semble que son parti, qui s'appelle Bleu et Blanc, soit mort. Et c'est intéressant parce que tu dis qu'il y a toujours, tu sais, cette personne qui va affronter Netanyahou et gagner. Et il semblait avoir toutes ses chances. C'est un homme séduisant. Il est grand. Les femmes l'aiment bien parce qu'il est, tu sais, Parcours militaire. ancien chef d'état-major. Et d'ailleurs, la taille, il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. Même aux États-Unis, lors des élections présidentielles, le candidat le plus grand l'emporte dans presque toutes, mais pas toujours. Ce n'est pas systématique, mais c'est intéressant et on pourrait presque s'y fier. Et il était comme une star. Et à la fin, son étoile a pâli. Son étoile a pâli. Et pourquoi? Mais voici une raison intéressante. Et c'est le problème avec... Je sais que tu aimes parler des centristes modérés. C'est ça, le problème avec le centre. D'accord. Benny Gantz essayait de profiter de toutes les occasions, tu sais, comme on dit en hébreu, il a dansé à tous les mariages. Il l'a fait, donc il a rejoint le cabinet d'urgence à cause de la guerre, tout allait bien. Il n'était pas d'accord avec Netanyahou. Le cabinet de guerre avait des disputes internes sur la façon de poursuivre la guerre, sur ce qu'il fallait faire et comment ramener les otages. Il y avait beaucoup de disputes. Les manifestants dans les rues qui détestent Netanyahou et ceux qui avaient protesté contre la réforme judiciaire avant cette guerre, avant la guerre à Gaza, le détestaient. Ils étaient en quelque sorte à moitié de son côté. Et ils ont dit « Tu es un traître pour avoir rejoint le cabinet de guerre et pour t'être allié à Netanyahou. Tu es un traître. » Donc, soudainement, ils se retrouvent et quand il a démissionné, ils ne l'ont pas repris. Eux, je veux dire, la gauche n'a pas dit « Ah, super, tu es de nouveau le bienvenu de notre côté du spectre politique. » Et la droite a dit « Tu as abandonné le cabinet de guerre en plein milieu d'une guerre. » Donc, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé à patauger. Et c'est ce qui arrive à ce que vous aimez appeler le centre. Je vais donc conclure maintenant parce que nous approchons de la fin. D'accord. Je veux dire, dans une certaine mesure, c'est triste. Parce que cela montre à quel point la politique israélienne est devenue polarisée. Vous avez le camp de droite de Netanyahou. Vous avez un camp anti-Netanyahou très bruyant à gauche. Et Benny Gantz a essentiellement dit « Très bien, je ne veux pas voir Netanyahou comme Premier ministre. Je soutiens quelqu'un d'autre. Si Netanyahou a 61 sièges, je ne veux pas qu'il soit dominé par ce que lui qualifierait d'extrême droite. Je souhaite intégrer la coalition pour modérer les décisions. Je me suis dit qu'en politique, c'est bien d'avoir un centre responsable. Ainsi, un gouvernement de gauche peut être recentré. Un gouvernement de droite peut être recentré, offrant ainsi un leadership plus consensuel. Quand Netanyahou s'assoit dans son cabinet, il a quelqu'un à sa gauche et à sa droite. Je pense que c'est sain pour la démocratie, et cela a toujours été ainsi en Israël. Parce que nous avons toujours eu la représentation proportionnelle. Nous avons toujours eu des systèmes multipartites et toujours des gens qui, vous savez, mènent leurs campagnes électorales avec acharnement, puis concluent des accords et font des compromis. Et c'était le cas de tous les gouvernements israéliens. Et le fait qu'il n'y ait pas de centre en Israël, cela en dit long sur la polarisation en Israël, la polarisation politique. Et je pense que cela n'annonce rien de bon. Maintenant, il y a de la polarisation en Amérique, c'est vrai. Il y a de la polarisation dans d'autres pays. Dans d'autres pays, le centre... Regardez la France, où Macron est désormais grillé politiquement car le centre s'effondre aussi. Donc, mais Macron le mérite probablement, bien sûr. Mais je trouve que c'est triste pour Israël qu'il n'y ait pas de parti au centre qui disent « Nous sommes modérés et nous sommes prêts à travailler avec les deux camps » et cela ne reçoit aucun soutien. D'accord, ça c'est pour une autre discussion. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point parce que je considère que le parti Likoud de Netanyahou est le centre de la politique israélienne, pas la droite. C'est le centre. Et à l'intérieur... Sa branche droite se considère comme la droite? Oui, non, si tu dois choisir de quel côté tu es, non. Mais Netanyahou dit que c'est nous la droite. Les seules personnes qui se disent du centre sont des gauchistes.
Marc, et sur cette note joyeuse, Nous devrons accepter notre désaccord. exactement. Et laissez-moi juste dire, si vous appréciez nos émissions, merci de liker et de vous abonner. Et vous pouvez élire jns.org. Nous avons d'excellents articles, etc. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'attends cela avec impatience.